Je vous salue tous ici et ailleurs. Raja, ravi de te voir et de t'entendre à nouveau, même si c'est loin. Comme ça a été dit, moi je suis professeur à l'Université de Toulouse et je fais ma recherche au LAS. Je suis de Nicolas et Raja. Et j'ai changé un petit peu le titre parce que, comme il a noté Raja, il y a un terme qui s'appelle IA de confiance, une expression qui est IA de confiance. Et en fait, c'est comme s'il y avait un peu comme une implication à faire confiance aux IA dans cette phrase. Alors qu'en fait, on a oublié un mot, c'est digne de confiance. Est-ce que l'IA est digne de confiance? Et en fait, ça change vraiment le paradigme. C'est pas anodin. Mais bon, je vais vous expliquer rapidement mon point de vue sur ça et comment moi je situe mon travail de recherche dans ces grandes questions. Alors, juste pour la petite histoire, avant de parler, je vais vous parler des systèmes autonomes. Qu'est-ce qu'on appelle un système autonome et quels sont les dangers en fait qui sont associés, et puis les grandes questions et comment on peut un peu classer ces problèmes d'éthique, d'acceptation et où sont et aussi les chercheurs, les grouillots de base qui sont aussi qui forment les briques. Mais avant ça, c'est moi j'avais fait ma thèse il y a quelques années, on va dire une vingtaine d'années, sur la robotique, la sécurité des robots médicaux. C'était en fait une application avec un robot qui était un répétiteur de mouvements. C'était un robot qui travaillait au Népal et qui était actionné par des spécialistes qui se situaient en Europe, qui faisaient de l'échographie. C'était pour faire de la télééchographie. Alors je suis pas du tout roboticien, je suis plutôt informaticien et j'étudie les problèmes de sûreté de fonctionnement dans les logiciels. Et donc j'avais travaillé sur ça. Et alors, il n'était pas autonome, mais en réalité, il effectuait des opérations à des milliers de kilomètres sur la base de quelques actions et de mouvements qu'effectuait un praticien, un expert du domaine en Europe. Et puis avec tous les délais de transmission, etc., il y avait quand même des actions qui étaient décidées localement, de mouvements. Alors c'était un robot téléchographe, donc il y avait une sonde échographique qui était portée sur les patients et avec des actionneurs, donc ça veut dire avec des mouvements qui pouvaient être dangereux selon les pathologies, selon les endroits qu'on venait observer. Et il y avait déjà donc cette question de tiens, on commence à transférer de la responsabilité vers ces machines-là. Et c'est ce transfert de responsabilité en fait qui va poser beaucoup de questions. Alors il y a eu finalement je vais surtout j'ai pas de vidéo, je vais avoir quelques comparé à mes collègues. J'en ai pris une chaque aise de robot, donc c'est surtout pour parler du LAS. Alors ça c'était aux États-Unis. C'est un des premiers, voire dans l'historique, peut-être Raja pourra me confirmer ça, mais c'est un des premiers robots qu'on dit autonome, en 66 sur la côte californienne. Et c'était un robot qui était capable de calculer une trajectoire et d'éviter des obstacles avec des premières capacités qu'on a à qui on a donné le nom de capacité décisionnelle autonome, c'est-à-dire autonome au sens décisionnel, hein, pas autonome énergétiquement ou d'autres types d'autonomie. Là, c'est vraiment les capacités décisionnelles. Et donc la définition, d'ailleurs si vous avez des questions, on peut le faire en mode rapide, vous m'interrompez. Pour l'instant ça c'est pas trop fait, mais moi je suis ouvert aux questions qui suivent la présentation, donc faut pas hésiter. Alors ça, c'était une des premières applications, et puis en fait on était capable de représenter les différentes possibilités qui vont exister dans l'environnement dans lequel on va mettre le système, et les règles de spécifier son comportement. Puis on avait de plus en plus de comportements à spécifier, on est arrivé à des modèles pour représenter tous les cas possibles qui ont commencé à exploser. Vous voyez, on fait ce qu'on appelle des machines à état qui vont décrire toutes les actions qu'on veut, et puis on arrive à des choses qui n'étaient pas réalisables.
Donc, au fur et à mesure, les technologies se sont développées, et une des technos qui est apparue, qui permettait de régler pas mal de ces soucis d'explosion par rapport au système qu'on va plonger dans un environnement non connu, et Michel en a parlé tout à l'heure, c'est une IA basée sur des données. Alors, parce qu'il y a aussi une autre IA qu'on appelle une IA symbolique, donc celle dans laquelle on va utiliser plutôt des règles on va relier par de la logique. Alors que l'IA dont on parle aujourd'hui, hein, celle dont on entend parler quasiment tout le temps, c'est une IA qui est basée sur des données et qui fait des statistiques. Et donc l'exemple de tout à l'heure, c'est on va prendre des fonctions qu'on doit retrouver dans ces systèmes autonomes, des fonctions par exemple de perception, des fonctions de mouvement, de contrôle, des décisions, des changements de plan. Tiens, je voulais aller au point B, mais finalement, avant, je vais faire une autre action, etc. Et tout ça, toutes ces fonctions qui deviennent extrêmement complexes parce qu'on a mis le système dans un milieu ouvert, aujourd'hui, on arrive à les régler avec des mécanismes d'IA basés sur des statistiques. Moi, c'est la façon dont je parle de cette IA. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on va lui apprendre un certain nombre de situations. Et en gros, alors je vais utiliser le mot de moyenne, mais c'est pas réellement une moyenne qu'on fait, mais pour donner une explication, on fait une moyenne de tous les scénarios qu'on a montrés au système, et lui va trouver la moyenne qui va bien pour répondre aux problèmes. Donc par exemple, on lui fournit pour faire de la reconnaissance, on lui fournit plein de photos d'images, plein d'images par exemple de loups, puisqu'on veut qu'il reconnaisse les loups, et le logiciel qui a appris statistiquement, il reconnaît quasiment tous les loups qu'on lui montre après. Et puis les gens s'aperçoivent, une fois qu'ils ont délivré le logiciel, ils s'aperçoivent qu'en fait, le logiciel, il reconnaissait pas les loups, mais il reconnaissait les forêts avec la neige derrière, qu'on lui avait donné sur des centaines et des centaines d'images. Et ça, on s'en est aperçu après. Ou on s'est aperçu qu'une image où on changeait quelques pixels, en fait, on pouvait changer complètement la décision et passer d'un panda à... c'était un gibbon qui n'avait pas du tout la même tête. Et voilà. On s'est aperçu qu'en collant quelques petits autocollants sur des panneaux de limitation de vitesse, on pouvait passer de 80 de incéder le passage à limiter à 50, juste parce que le petit autocollant il était au bon endroit. Donc ça veut dire on introduit dans ces dispositifs-là des mécanismes qui ont une extrême variabilité quant à leur sortie, de leur sortie par rapport aux entrées qu'on va leur fournir. Et donc, des incertitudes. Or, ces systèmes-là, ils nous permettent de résoudre des problèmes très complexes qu'on n'arrivait pas à résoudre avant. Et par contre, on n'est pas tout à fait sûr de la façon dont ils vont se comporter. Voilà. Et ça pose quand même beaucoup de questions. Alors, ça va rejoindre les problèmes d'éthique, et puis c'est dommage que Nicolas soit pas resté, puisque j'avais pris un exemple dans l'automobile, parce que les véhicules autonomes, c'est un terrain qui est quand même très intéressant à voir, et puis, quoi qu'il en soit, c'est issu de la robotique. Voilà. La robotique mobile, c'est toutes les technos qu'on va retrouver sur des véhicules comme ça, c'est-à-dire en termes de capteurs, d'actionneurs et de logiciels, c'est des choses qui ont été développées en robotique précédemment. Alors c'est pas pour envoyer des fleurs aux roboticiens, hein, mais aujourd'hui, on avance sur ces systèmes-là exactement comme depuis les années 60, on avait des robots mobiles au sein du LAS. Ah oui, j'ai pas précisé tout à l'heure. Le robot Shaké, c'était aux États-Unis. Le deuxième robot mobile, il était à Toulouse, au LAS. Voilà, autonome, j'entends. Donc on arrive à ces systèmes-là. Alors bien sûr, avec ces systèmes-là, il va y avoir pas mal d'accidents, de petits problèmes qui vont être des problèmes qu'on observe dans des laboratoires au départ, des robots qui se jettent dans des mares, des robots qui tombent, Nicolas en a montré tout à l'heure. Et si on prend donc l'automobile, des problèmes plus graves, je vous ai mis 3 accidents avec des décès. En 2016, un premier avec une Tesla qui était en mode autonome. En 2018, un Uber dont les fonctions de sécurité étaient désactivées
et en mode autonome. Donc peut-être vous avez vu ces images-là, assez choquantes. Hein. Vous avez le conducteur, enfin la conductrice en l'occurrence, qui regarde son téléphone pendant que le véhicule conduit, et donc il vient heurter quelqu'un qui pousse un vélo, qui traverse une route. Ensuite, alors j'en ai pris 3 parce que c'était au début où les véhicules avec des fonctions autonomes sont arrivés, et le Tesla c'est en 2018. Alors avec à chaque fois des problématiques diverses et variées, des problèmes de détection de l'environnement, des problèmes de système de sécurité qu'on désactive parce que sinon ils s'activent tout le temps et du coup on n'arrive pas à réaliser la fonction. Ça c'était pour celui-là. Et le dernier Tesla, le rapport il est encore pas très clair, donc ça je vais pas trop en parler, mais on commence à avoir ces informations-là. Donc la question qu'on se pose au-delà, on va dire des questions éthiques, hein, puisque là j'ai pris des exemples de l'automobile, c'est la question de la confiance. Est-ce qu'ils sont dignes de confiance, ces systèmes qui intègrent toutes ces nouvelles fonctions? Et alors là, je vais aussi revenir dans le temps, parce que la confiance, c'est quelque chose qui avait été développé encore par quelqu'un qui était assez important à Toulouse, qui s'appelle Jean-Claude Laprie, que certains, je pense, ont connu ici, bien sûr. Et en fait, j'ai mis ça plutôt que de montrer tous les concepts qui sont intégrés dans la sûreté de fonctionnement. Mais en gros, on définit plusieurs paramètres de la sûreté de fonctionnement. Je peux avoir confiance dans mon système selon un point de vue, par exemple, de la sécurité pour les biens et les personnes. Donc je peux prendre ce téléphone, puis je vais l'utiliser parce que j'ai confiance dans le fait qu'il ne va pas blesser les gens qui sont autour. Mais en vrai, il peut. Un téléphone, ça peut blesser les gens. Vous savez que la batterie peut exploser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certains téléphones qui étaient interdits dans les avions. Donc ça, c'est une propriété de la sûreté de fonctionnement. Donc un des éléments de la confiance, ça peut être ce qu'on appelle la sécurité innocuité, ou en anglais c'est la safety. Mais par exemple, il peut être safe, c'est-à-dire il va pas m'exploser à l'oreille. Par contre, il peut être absolument pas fiable. C'est-à-dire, dès que je le prends, je peux téléphoner pendant 30 secondes et puis après ça s'arrête. À chaque fois. C'est au début, les téléphones portables, ça faisait ça. Et après, il peut être aussi safe, très fiable, mais par contre présenter des problèmes de cybersécurité, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller récupérer les données et puis connaître tout ce qu'il y a à l'intérieur ou transformer mes données à l'intérieur. Et donc ça, c'est un autre problème. En français, ça s'appelle aussi sécurité, malheureusement. En anglais, on va dire security, donc tout ce qui est lié aux données. Mais c'est une autre propriété qui est une des propriétés de sûreté de fonctionnement. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 6, il y en a d'autres qui sont la disponibilité, maintenabilité, et c'est là où je vais oublier, confidentialité. Et donc, on peut définir tous les systèmes du point de vue de la confiance avec ces propriétés-là. Voilà. Est-ce que mon système il est safe? Ça suffit pas. Bon, est-ce que je suis prêt à l'utiliser? Une fois que j'ai passé tous les problèmes d'acceptation sociale, bien sûr, et d'éthique, il y a ces histoires de confiance. Voilà. Alors moi, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça, et pour faire écho aux discussions sur l'éthique qu'il y a eu précédemment. En fait, je vois le problème en trois couches. Moi, je me situe dans les briques de base, c'est-à-dire les chercheurs qui vont travailler sur des briques de base qui vont améliorer la confiance dans ces systèmes-là, sur différents vecteurs. Ça peut être des contributions pour les aspects safety, sûreté, les aspects sécurité, fiabilité, etc. Donc on travaille à fabriquer ces briques de base. Et puis tout en haut, bon, le dessin n'est pas hyper représentatif, mais tout en haut, ce sont vraiment les questions d'acceptation. Le niveau d'acceptabilité, quoi. Tout ce qui est en lien avec la société. Donc, il va y avoir bien sûr l'éthique, mais c'est là où on va retrouver les questions d'acceptabilité par rapport au niveau de risque. Ça va être lié aux sociétés, ça va être lié aux pays, donc ça va changer, hein, forcément. Questions qui sont complexes. On parle des véhicules autonomes, par exemple. Il faut savoir que sur la côte ouest, donc la spin-off de Google qui s'appelle Waymo, qui déploie des robotaxis. Peut-être vous en avez vu ça. Donc là, il y a 3 semaines, donc j'étais avec des gens de Waymo. Eux, ils ont développé, sur 4 villes de la côte ouest,
200 taxis par ville. 200 robots taxis, c'est des robots, des véhicules autonomes. Ils arrivent, et il n'y a personne qui conduit, et vous allez à un point A, un point B, la porte s'ouvre, vous rentrez, et ils vous emmènent au point B. Ça, c'est dans les grandes villes. Los Angeles, San Francisco et 2 autres. Et donc, ils annoncent 200 véhicules, et les chercheurs avec qui j'ai travaillé, ils annoncent 200 qui tournent dans ces 4 grandes villes. En disant, avec comme argumentaire, eh oui, mais si on remplace, mettons, 80% des véhicules par des véhicules autonomes dans la ville, et qu'on observe une baisse de 80% des accidents, je mets des chiffres au hasard, c'est gagné. Ça veut dire qu'on doit accepter que ces véhicules soient là. Mais la question, elle n'est pas si simple. Si les 20% qui restent, en fait, c'était 20% de personnes qui avant n'avaient pas d'accident, parce qu'ils marchaient tranquilles dans la rue, et puis maintenant, c'est sur eux que les robots taxis viennent en permanence taper. Ben, bien sûr, la question d'acceptation, elle doit aller plus loin que juste le nombre d'accidents. Enfin, voilà. Donc, ces questions-là, qui sont des questions d'acceptation, souvent, elles sont un petit peu, comment dire, il faut aller creuser en général plus loin que juste la statistique ou le chiffre qu'on vous avance. En plus, il faut un truc qui est scientifiquement pas tenable, c'est-à-dire que chaque miles qui roule supplémentaire, sans problème, ils l'ajoutent dans leur temps et dans leur taux de fiabilité, en disant, vous voyez, on a roulé 1 miles de plus, donc on peut augmenter notre calcul de fiabilité, il est de temps. Ce n'est pas une approche scientifique par rapport à des calculs de probabilité de défaillance, c'est pas comme ça que mathématiquement on peut avancer, et ça ne fonctionne pas. Mais c'est accepté sur la côte ouest américaine. Et en Europe, par contre, on n'a pas le droit de faire ce genre de déploiement. Donc voilà. Et alors, la complexité, là, pour moi, elle est sur l'intermédiaire, entre les chercheurs qui construisent les briques et puis ces acceptations. Parce qu'on a vite fait d'être chercheur et de dire « Eh, regardez, j'ai trouvé une solution, par exemple, pour améliorer la confiance dans tel mécanisme d'IA. » Et puis, d'un seul coup, cette proposition, cette contribution, elle va passer directement sur ceux qui font de l'acceptation pour dire « Ah, ben c'est super, allez, on le met, et puis on y va, on peut l'utiliser, on peut le déployer, et ça va fonctionner. » Mais non, parce qu'en fait, il faut transformer les résultats de ces briques de base. Je vais vous donner un exemple après de ce que nous on fait dans le labo. Et puis, les critères d'acceptation sociale, ces histoires de niveau de risque, exactement ce que Raja disait tout à l'heure. Le niveau de risque acceptable, il va être lié par exemple à des tests qu'on a effectués et des résultats de tests, mais il faut encore avoir pu transformer les résultats de ces tests en un niveau de risque acceptable, ou comme un élément qui vient justifier le risque acceptable. Et ce lien-là, pour l'instant, là, ici, il n'y a personne qui travaille là-dessus. On ne sait pas le faire. On ne sait pas traduire, par exemple, des taux de performance d'un algorithme d'IA en un niveau d'acceptation par rapport à des critères de safety, de sécurité. On ne sait pas traduire le fait que mon algorithme d'IA, il réussit dans 99,9% des cas que je lui donne, et est-ce que c'est acceptable de le mettre dans une voiture? Ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. On n'a pas ce lien-là. Voilà, donc, il y a pas mal de réflexions sur ces aspects-là, on l'a vu. Il y a pas mal de briques. Franchement, dans le labo, on fait plein de briques. Et puis ça, par contre, c'est encore vraiment ouvert. Donc ce lien, on le fait pas. Juste un petit truc par rapport à tout à l'heure et une intervention qu'il y avait en ligne. Il faut bien différencier ce qui va être les normes, les standards, etc., et les aspects éthiques. Parce que, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, les entreprises poussent pour qu'il y ait des normes. Parce que faire des normes, ça veut dire vendre. Or, un système d'IA qui est développé où il n'y a pas de standard aujourd'hui, donc aucune entreprise, va dire d'assurance, aucun assureur ne vient prendre en charge les problèmes d'accident. S'il n'y a pas de normes, il ne veut pas le déployer. Il n'accepte pas que ça soit déployé. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, et je pense à quelque chose qui n'existait pas avant, ce sont les constructeurs, les entreprises qui poussent les chercheurs à dire venez dans nos organismes de certification pour qu'on puisse fabriquer des normes
pour qu'on puisse ensuite dire on les a appliqués sur notre système d'IA, pour qu'on puisse vendre. Et nous, on est là en train de dire, attendez, mais non, mais on n'a pas toutes les données. Là, on n'est pas prêt sur ça. Ça fonctionne pas. Alors, je vais vous donner des exemples de ces briques de base. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire quand on a un système autonome et on a envie de réfléchir aux problèmes qu'on peut rencontrer quand on va l'utiliser. Alors un truc qui s'est développé là sur les 5-6 dernières années, qui est incroyable, c'est les aspects simulation. La simulation, ça existe depuis très longtemps, mais les capacités en termes de puissance de calcul et de modèles physiques, elles ont été... alors même les modèles, on les avait avant, mais on n'avait pas les ordinateurs pour les faire tourner. Et aujourd'hui, pour différentes raisons, les cartes graphiques, alors ça a complètement explosé parce que ça permet de faire de l'IA, donc du coup, il y a une grosse demande. Du coup, on en a fabriqué des encore plus puissantes. Du coup, les simulateurs, ça va de mieux en mieux. Et donc, on est arrivé avec des logiciels. Alors là, je vous ai mis une petite image, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un jeu très très en vogue, il y a 10 ans. Voilà, Minecraft, ça s'appelle. Voilà. Minecraft, c'est des environnements de 3D où vous générez des mondes à peu près grands comme la planète. Vous pouvez vous balader dedans. Et ça, c'est une génération, donc c'est des algos qui génèrent le monde au fur et à mesure avec des biomes. Et vous pouvez évoluer là-dedans. Alors là, je l'ai mis pour illustrer le fait qu'une simulation, on peut avoir des cubes comme ça, là dans Minecraft, mais aujourd'hui on arrive à avoir des choses de plus en plus fines, et notamment nous on va chercher dans les logiciels de jeux vidéo, c'est là où on a des simulateurs 3D incroyables, avec des effets de lumière qu'il n'y a pas dans les autres, et qui nous permettent de mettre des robots dans des environnements qui soient des environnements en termes de lumière, d'obstacles, de difficultés, qui sont très proches de la réalité. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de générer des mondes, des milliards, des milliers, pas des milliards, mais des milliers de mondes. On regarde comment le robot se comporte, et de façon automatique, en fait, on regarde quels sont les résultats de ce test pour générer à la volée des nouveaux mondes, pour le pousser dans ses retranchements. C'est-à-dire, par exemple, on voit que de façon automatique, il y a un algorithme qui voit que finalement, ces deux arbres, pour un robot mobile qui doit se balader, finalement, plus il se rapproche, en faisant plein de tests, eh bien c'est ça qui va poser du difficulté au robot. Il va avoir de plus en plus de mal à trouver un chemin, alors que c'est juste deux arbres dans toute une forêt. Et en fait, avec des algos qu'on a, des algos génétiques en fait, principalement, et en fait aussi on commence à utiliser un peu de machine learning pour faire ça, on fait une boucle, c'est-à-dire on lance ça le week-end, ça simule, on a les résultats des tests, enfin, ça trouve les résultats du test, en fonction de ces résultats, on régénère un nouveau monde, ça relance une simulation, on régénère un nouveau monde, etc., etc. Alors, c'est super intéressant de point de vue scientifique. Ça génère aussi beaucoup de consommation. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui... Enfin, là, on est en train de réfléchir à... Ah oui, tiens, je fais un entraînement. Par exemple, il y a de l'entraînement en machine learning. Vous faites un entraînement sur un week-end. Vous brûlez en carbone un Paris-New York pour une personne, en avion. Donc il faut faire quand même, il y a aussi une réflexion à mener par rapport à ça. Donc pareil, l'utilisation de ces technos, c'est grisant, mais voilà, c'est pour ça que je pense que Nicolas, il vous montrait ces slides aussi, c'est en train d'émerger, quoi. Voilà, donc nous on l'a fait dans des cadres où on s'est dit aussi, éthiquement ça va, donc des robots qui viennent gratter la terre pour éviter de mettre des produits chimiques. Et on simule comme ça des poireaux qui tombent quand on les écrase, etc., etc. Et on fait ça tourner. Une deuxième, donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fini, on arrive le lundi, on a plein de tests, on les pose sur la table. Et est-ce qu'on peut dire que le système, du coup, c'est bon, on peut l'utiliser? La question elle reste ouverte. Est-ce qu'on a identifié tous les mondes? Est-ce qu'on a identifié tous les cas? Et comment est-ce que ça, on peut l'utiliser pour le convaincre que ça fonctionne bien? C'est pas gagné. Voilà. Une autre brique de base, et puis je vais m'arrêter. Une autre brique de base, ce sont... alors voilà, ça c'est la figure peut-être la plus technique que je vous montre là. On regarde, donc là vous avez un contrôleur basé sur des réseaux de neurones, et on surveille, c'est-à-dire qu'à l'exécution, en fait, on regarde ce qui se passe,
lui, il est très performant, mais on n'a pas tellement confiance. Donc on surveille en permanence ce qu'il fait, et avec un module d'adaptation, d'apprentissage, donc on va faire du reinforcement learning, ça s'appelle, on vient apprendre des situations et détecter des situations qui vont faire qu'on va basculer finalement le temps de corriger notre réseau de neurones sur un contrôleur qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus bête, mais par contre, on a beaucoup plus confiance en lui. Alors ça marche bien pour certains systèmes. Pour d'autres systèmes, ça marche pas du tout. Typiquement, on travaille sur un drone qui transporte du matériel médical au-dessus de Toulouse. Quand il a un problème, il faut qu'il trouve une zone pour se cracher, en trouvant la meilleure zone où on va tuer moins de gens possible. Voilà. Alors, 0, c'est le mieux. Voilà. Mais en fait, ça, c'est extrêmement compliqué à faire. Et aujourd'hui, on ne sait pas le faire si on n'utilise pas de machine learning. Donc ça veut dire qu'on a une fonction de sécurité avec une caméra qui regarde Toulouse vue de haut, là, et qui essaie de détecter ces zones-là, mais on n'arrive pas à créer ce genre de choses pour sécuriser cette fonction. Donc, eh ben, c'était bien la Garonne, mais des fois c'est un peu loin quand tu as perdu des hélices et que tu as juste un parachute. Alors, c'est des drones qui explosent avec des parachutes et tout. Donc on les amène au-dessus d'une zone qui est pas loin, et ensuite on ouvre le parachute, et ils tombent. Voilà. Mais même en tombant, c'est des drones lourds, hein, qui transportent des charges lourdes. Donc un drone comme ça qui tombe en parachute sur la rocade, par exemple, ben ça veut dire que potentiellement vous pouvez déclencher un accident mortel. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, le dernier truc sur lequel aussi on travaille. Alors là, ça rejoint peut-être un peu les deux, c'est qu'on regarde des théories autres que des théories de la probabilité pour aller réfléchir sur les problèmes des incertitudes. Comment est-ce qu'on va capter les incertitudes qu'on a dans nos briques technologiques et comment est-ce qu'on va les modéliser pour aller justifier que le système, on peut lui faire confiance. Et en fait, il y a des nouvelles, enfin des théories qui existent depuis quand même pas mal de gens d'ailleurs qui viennent de Super-Héros, Didier Dubois, peut-être voilà, avec qui j'ai travaillé, on a encadré une thèse là récemment sur des théories qui sont différentes de celles de la probabilité. Donc c'est des théories qu'on appelle de la croyance ou des théories des possibilités, et qui viennent prendre en compte cette dimension d'incertitude, et notamment cette incertitude dont je vous parlais tout à l'heure, sur des systèmes ultra versatiles, enfin ultra sensibles à des toutes petites variations des entrées. Et donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille, mais encore une fois, on fournit la fameuse brique de base, et on n'est pas en mesure encore de faire le lien jusqu'avec des acceptations de plus haut niveau. Voilà. Merci.